à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale Grands Espaces avec la délégation régionale du Québec à Paris. Et nous accueillons tout de suite en direct de Montréal Julie Dugal. Bonjour Julie. Bonjour. Nous avons aussi Claire Legendre. Bonjour Claire. Bonjour Nathalie. Et on repart en France, je pense que Eric est en France, donc bonjour Eric. Eric Bonjour Nathalie, Plamondon. oui, en direct de la France. Voilà. Et nous nous retrouvons à Paris et Yann Rioux, qui est le libraire ce soir de la Librairie du Québec à Paris, qui se trouve 30 rue Gay-Lussac dans le 5e, qui va animer cette rencontre. Alors, Julie Dugal, ça sera pour Nos forêts intérieures, qui est sorti aux éditions Marchand de Feuilles. Claire Legendre, c'est Bermude aux éditions Grasset. Et Éric Plamondon, c'est Aller aux fraises chez Quidam Éditeur. Avant de vous laisser discuter avec Yann, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions, qui vous poser des questions par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser ou commentaires sur la page Facebook. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une belle rencontre avec Yann et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour, je vous remercie pour cette invitation, je remercie surtout les auteurs d'être présents. Donc aujourd'hui nous avons Julie Dugal, Éric Plamondon et Claire Legendre. Je crois que c'est la dernière spéciale Québec avant les vacances, donc on va essayer de faire quelque chose de bien et de donner aux gens un peu l'envie du Québec. Ce soir, donc, on rencontre trois auteurs, deux romans, un recueil de nouvelles, trois livres finalement qui parlent beaucoup de la question de l'exil. C'est des livres dans lesquels on quitte un lieu pour en gagner un autre et construire sa vie. Il y a aussi cette question de la rupture avec la jeunesse, avec l'enfance qui revient dans ces trois romans. On va donc parler de Nos forêts intérieures, de Aller aux fraises et de Bermude. La première question s'adresse à Julie Dugal. Donc, Nos forêts intérieures, c'est votre premier roman. Il s'agit d'un roman qui est peuplé d'oiseaux fantômes, de forêts de pins rouges, où on vit en famille dans des maisons parfois mobiles, parfois un peu tout croche, comme on dit. C'est un univers dans lequel les enfants sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent. Tant que les adultes ont de la crème à la menthe et de la bière au frigo, tout va bien. Alors qu'une fois adultes, vos personnages sont vraiment aliénés, ils vivent en ville, ils organisent des anniversaires incroyables, ils ont des activités extrascolaires pour occuper leurs enfants pour tout, mais ils semblent complètement malheureux et déchirés. Est-ce que c'est une fatalité, ce déchirement, quand on quitte un endroit aussi merveilleux? Une fatalité, je ne sais pas, mais en fait, je crois que c'est un territoire. Je crois que l'endroit où nos origines, où on grandit, je pense que ça nous marque à tout jamais. Je pense que c'est un peu une histoire sur ça également. Et je crois pas, non. Puis en fait, comme c'est dans le roman, le personnage, en fait, aussi, ce qui se passe aussi, c'est que c'est un roman qui raconte comment avec ses propres enfants, elle revit sa propre enfance. C'est à ce niveau-là que le personnage va se remettre à revivre sa propre enfance et va tenter de rejoindre, en fait, sa vraie nature. Il y a aussi ce côté-là qui va tenter de montrer à ses enfants comment on pourrait être libre. Il va tenter de rejoindre ça. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait une fatalité à ce côté-là. Je pense qu'on est quand même assez libre de rejoindre la nature qu'on veut rejoindre. En fait, c'est peut-être juste un éveil qu'on a, peut-être en vieillissant, qu'on se rend compte de quel choix qu'on devrait faire pour rejoindre ça. Et justement, vous parlez des enfants, parce que c'est une question très importante, la question de la maternité et la question de la transmission, notamment, est très importante dans votre roman. Le personnage se rend compte qu'il a une vie complètement coupée de ce qu'il a pu vivre et que ses enfants ont une vie qui est complètement différente de la sienne. Et cette question de la transmission vient la hanter. Et comment on peut justement arriver à transmettre un monde qui n'existe plus finalement, qui n'est plus là, quoi. Comment on se dépatouille dans tout ça? Ben oui, c'est un peu en fait le cheminement du personnage tout le long du livre. Hein. C'est ce qui arrive. Puis, et ben, c'est tenter de transmettre quelque chose qui n'existe pas, mais je pense qu'en fait, il faut tenter de se réinventer. Je pense qu'on ne peut pas recréer le passé, c'est un peu le message, mais puis à partir de ça, ben, en revisitant sa propre enfance et en retournant sur les lieux, je
pense que le personnage tente de retrouver sa façon à elle de redonner à ses enfants, de transmettre ce goût de la nature et d'être soi-même, en fait. C'est aussi une quête vers être soi-même. Non seulement les forêts intérieures, il y a, disons, au sens propre, au sens figuré, il y a la forêt en tant que telle, mais il y a aussi qui on est vraiment. Et c'est ce qu'il va tenter de transmettre à ses enfants à travers cette évolution, en fait. Et justement, qui on est vraiment, on a l'impression en lisant votre roman, quand elle revient adulte sur les lieux de son enfance, on se rend compte que finalement, il y a deux personnages qui sont un peu restés francs avec eux-mêmes, qui sont restés eux-mêmes, comme vous dites. Et c'est les deux personnages qui n'ont pas bougé finalement, c'est la grand-mère et Luc. Même s'ils n'ont peut-être pas eu la vie glamour que d'autres peuvent avoir, ils semblent avoir finalement trouvé une certaine paix intérieure ou quelque chose comme ça. Oui, ben c'est sûr, on peut. La grand-mère, finalement, Luc a décidé de rester dans la roulotte de sa grand-mère, mais après la mort de la grand-mère. En fait, oui, ça donne un peu l'image que malgré, disons, le peu avec lequel il vit, qu'il restait lui-même. Mais il y a tout le côté aussi dans l'histoire, là, que Luc, bon, peut-être n'avait pas fait la paix avec sa mère et tout. Que, bon, je pense que chacun a des choses à régler avec leur propre affaires intérieures qui, au fil de chacun de leur cheminement, vont retrouver ça. Mais je crois que oui, Luc est resté, disons, fidèle à lui-même. Je pense qu'il était avec la forêt où il a grandi. Je pense que Nathalie, au fil du temps, il retourne également à la fin. Et Éric Plamondon. Bonjour. Bonjour. Vous publiez avec Aller aux fraises un recueil de poésie. C'est 3 nouvelles, en fait, de poésie de nouvelles. C'est 3 nouvelles qui racontent une période de votre vie, c'est-à-dire un moment de rupture où on quitte l'adolescence, l'école secondaire pour aller à l'université ou au cégep au Québec. C'est aussi une rupture généralement parce qu'en fait la personne s'en va et quitte son village, sa ville pour la plus grande ville. Ça nous change un peu de vos romans précédents où vous étiez plutôt soit dans des événements historiques, soit dans des personnages historiques. Qu'est-ce qui vous pousse à, cette fois-ci, revenir vers votre vie personnelle? Vers le Québec d'abord. Je trouvais ça intéressant ce que vous disiez avec Julie, justement sur cette histoire de filiation, de passage, de transmission de l'adulte à l'enfant, parce que moi, ce recueil de 3 nouvelles qui est donc publié chez Quidam en France et au Cartanier au Québec, je l'ai dédié à mon fils. Je l'ai dédié à mon fils parce que la première nouvelle, j'ai eu envie de l'écrire quand mon fils a eu 17 ans, donc je vis en France maintenant depuis plusieurs années. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y avait 17 ans, je l'amenais quelque part, puis j'ai eu comme un flash en me disant, hey, où c'est que j'étais, moi, à 17 ans? Là? Sa vie, lui, en France, comment ça se passe? Et moi, où c'est que j'étais à ce moment-là? Et ma réponse pour le passage de cette histoire de filiation, ben, je me suis dit, je vais écrire une histoire à mon fils. Je vais y écrire, moi, que c'est que je faisais à 17 ans. À 17 ans, c'était le bal des finissants, c'était le party de la fin d'année, c'était la Saint-Jean-Baptiste à Donnacona, où j'ai grandi avec mes chums, avec les conneries qu'on faisait. Et j'avais déjà écrit l'autre nouvelle, la suivante, qui s'appelle Cendre, mais c'est celle-là qui m'a vraiment lancé dans l'envie d'aller plus loin, de faire 3 nouvelles et d'en faire un recueil. Et c'était aussi, je l'ai aussi écrit pendant la pandémie. Je ne pouvais pas aller au Québec. Puis j'avais envie d'être au Québec à un moment donné. Je m'ennuyais. Et pour moi, souvent, la meilleure manière de voyager, de retourner au Québec sans avoir besoin de prendre l'avion, ben, c'est d'écrire. C'est de prendre mon crayon et je suis parti dans mes souvenirs avec cette histoire-là. Donc, dédiée à mon fils. Mais après ça, c'est vrai que sinon, ça se passe dans le village de mon père à Saint-Basile. Et après, dans la 3e, on est entre Québec et Thetford Mines, où j'ai aussi fait mon cégep à Thetford. Donc, c'est effectivement, bon, c'est différent des romans parce que déjà, c'est des nouvelles, mais j'avais déjà, avec le recueil de 3 nouvelles un peu en diptyque, de Donnacona, travaillé un peu cette veine-là, mais c'est vrai que pour moi, c'est une espèce de... J'avais besoin de ça. J'étais sur un manuscrit d'un autre roman.
Et je venais de le terminer et j'avais aussi besoin de. C'était un peu c'est un peu mes vacances d'écrire ces nouvelles-là pour prendre du recul par rapport au roman en cours. Et c'est comme ça que c'est construit Aller aux fraises. Et justement, vous écrivez à partir de la France, sur le Québec. Vous avez d'illustres prédécesseurs, hein, on pense à Anne Hébert, Jacques Poulain, des gens comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand on écrit de l'extérieur d'un pays qu'on a quitté? Je crois que ça fait quand même plus de 20 ans que vous êtes installé en Ouais. France. Il n'y a pas un danger d'écrire sur finalement un pays qui n'existe plus, un peu comme les familles migrantes, des fois, qui vont garder des traditions qui finalement ne sont même plus tellement en vigueur chez eux? Ben, je pense que c'est un peu pour ça que quand j'en parle, ça se passe souvent dans le passé. Parce que je serais. Oui, je ne pourrais pas parler de mon, enfin, ouais, mon coin de pays ou de Québec ou de Montréal aujourd'hui en 2021. Après, là, j'espère que je vais retourner bientôt et j'espère. Enfin, j'ai un autre projet de roman pour le Québec où j'aimerais ça revenir plusieurs mois pour reprendre le pouls. Mais effectivement, il y a un décalage qui se passe. Après, c'est vrai pour un Québécois qui est parti vivre en France, mais je pense que ça serait même. Enfin, ça, on écrit toujours sur un endroit où, même entre le début de l'écriture d'un roman et la fin, il y a plein de choses qui changent. On n'est jamais dans le même état au début d'un livre par rapport à son projet qu'à la fin. Donc, écrire sur un lieu ou une histoire passée, présente, il y a toujours la fiction décale de toute façon. Donc, moi, je trouve ça ne me fait pas peur. Au contraire, je pense que ça me nourrit et que ça me plaît de jouer à cette histoire de ping-pong, souvent justement entre la France et le Québec, dans mes histoires ou dans ce cas-ci, ben, de simplement ma propre position, quoi. Et Ça répond à la question? je pense que ça répond bien à la question, tout à fait. Oui, oui. Mais c'est parce que, bon, moi, personnellement, moi aussi, je suis depuis longtemps en France. C'est vrai que c'est un questionnement que j'ai sur est-ce que l'image du Québec que j'ai, finalement, est pas un peu trop Oui, oui. historique et Ouais, cliché ouais, moi, pour. c'est arrivé quelques fois où on m'a demandé d'écrire un article sur le Québec pour un magazine ou quelque chose. C'est quoi le Québec d'aujourd'hui? Puis je disais, ben là, je suis désolé, moi, ça fait 20 ans que je suis parti. Je suis un peu mal placé pour vous dire c'est quoi le Québec aujourd'hui. Je peux vous parler de mon Québec à moi, mon Québec imaginaire, celui que je connais malgré tout parce que j'ai toujours des liens et que j'ai des histoires et que j'y retourne quand la quarantaine n'est pas là autant que je peux. Mais, euh, mais c'est vrai que sur l'instant présent, je peux pas, je suis un peu plus mal placé pour parler de l'actualité, mais ce n'est pas en général l'actualité qui m'intéresse, donc ce n'est pas très grave. Et Claire Legendre, vous venez de publier Bermude chez Grasset et Le Mec au Québec. Je crois que c'est votre 8e roman à peu près. Parce qu'il y a des rééditions, il y a des poches et tout ça, on a du mal à compter. Puis il y a des publications françaises et québécoises. Mais Bermude, c'est plus qu'un livre, apparemment. Bermude, on dit que c'est une trilogie. Il y a un film, il y a une pièce de théâtre en préparation. C'est quoi ce projet globalement? Ouais, c'est un triptyque, donc ça va bien avec le triangle des Bermudes sur la disparition. Donc il y a eu au départ un documentaire, un film documentaire que j'ai réalisé en 2018 qui est sorti au Québec, qu'on trouve sur Vimeo en cherchant Bermude Nord, il s'appelle. Et puis il y a une création scénique d'après le roman est d'après les rushs du film que j'ai donné à la compagnie Système Kangourou, qui donc n'a pas pu la créer à cause de la pandémie en janvier dernier, mais qui l'a créé à Rouen-Noranda, donc un peu de manière décentrée par rapport au thème du livre, qui est vraiment surtout sur Montréal et sur l'île d'Anticosti, et puis qui va revenir donc à Montréal à l'Espace Libre en janvier prochain. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà, c'est trop tard. Et voilà. Et donc, mais d'abord, il y avait ce roman qui était beaucoup sur l'exil, sur ce dont vous parliez avec Éric Plamondon à l'instant, c'est-à-dire, moi, ça va faire 10 ans que j'habite au Québec. Euh, et,
Et j'ai l'impression que quand on est parti de chez soi, je suis partie de France en 2008, j'ai passé 3 ans à Prague, on n'a plus de chez soi. C'est-à-dire qu'ici, à Montréal, je suis française. Et en France, de plus en plus, je suis une autrice québécoise. C'est un peu vertigineux, mais c'est comme ça. Donc, Preuve, ce soir, vous êtes avec les auteurs voilà. québécois. Et ce triangle des Bermudes, il est un peu partout finalement. Montréal, c'est le triangle des Bermudes des chats. Vienne, c'est le triangle des Bermudes de l'amour. Et la Côte-Nord, c'est le triangle des Bermudes des bateaux et des gens, des écrivaines peut-être. Bah, des gens, de toute façon, oui, l'idée, c'est quand même qu'est-ce qui fait qu'on se perd à un moment dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui disparaissent de leur vie, mais donc qui ne sont pas forcément morts, qui sont peut-être ailleurs, sous d'autres identités, sous d'autres visages. Et puis, bon, c'est un roman aussi beaucoup sur comment on s'identifie aux livres des autres et aux écrivains. Moi, c'est vrai que même si j'enseigne la littérature depuis longtemps, je continue à lire de manière tout à fait premier degré en m'identifiant aux livres. Et les romans que je termine et que j'aime, c'est ceux dans lesquels je me retrouve. Et c'est vrai que dans Bermude, il y a une biographe qui suit une écrivaine disparue et qui s'identifie à elle et qui va tomber dans tous les pièges, mettre ses pas dans les siens. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai construit ce livre. Et puis évidemment, en suivant le parcours qui a été le mien, c'est-à-dire de Prague à Montréal et de Montréal à la côte nord du Québec, de manière très, très étrange, très inattendue finalement, sur un cargo, pour essayer peut-être de trouver un endroit où il n'y a plus de nécessité de vie sociale et où on peut se trouver un petit peu plus soi-même sans se demander comment gérer la relation aux autres. Parce que justement, cette Côte-Nord, que je ne suis pas sûr était présente à votre esprit au début quand vous aviez commencé à écrire votre roman. Comment elle s'impose à vous comme justement ce lieu? Parce que finalement, ça devient presque le clou. Je veux rien dévoiler, mais je veux dire, ça a une importance dans le roman qui est quand même très forte. En vrai, j'ai commencé à écrire ce roman, enfin à rêver ce roman, j'étais encore à Prague. Et puis, petit à petit, j'ai pensé même aller l'écrire dans les Bermudes, parce que c'était vraiment l'idée d'aller écrire comme un dernier roman. Il y a quelque chose comme ça de très romantique quand on écrit, c'est parfois se dire allez, j'écris un dernier roman et puis je tire ma révérence, quoi. Et puis, la vie a fait que je me suis plutôt retrouvée sur l'île d'Anticosti, très étrangement. Et en 2014, j'ai fait ce voyage sur Anticosti, seule, avec mon ordinateur. J'ai fait en fait, c'est une croisière qui part de Rimouski et qui va jusqu'au Labrador. Alors, c'est une croisière quand on est un touriste, sauf qu'en basse saison, il n'y a pas de touristes sur le bateau, il y a juste euh, des, des containers. Et donc, voilà, donc j'ai fait ce voyage-là hors saison, donc avec beaucoup de glace. Et puis, je me suis retrouvée à m'arrêter sur l'île d'Anticosti, ce qui n'était pas spécialement prévu, simplement il y a beaucoup de vent sur l'île d'Anticosti, donc quand on arrive là-bas, en général vers 18h, le bateau ne peut pas redémarrer tout de suite. Donc souvent, le bateau est coincé pour la soirée, et j'en ai profité pour aller sur l'île, puis j'ai rencontré des gens. Ce qui n'était pas du tout mon but au départ, j'étais plutôt là pour parler à personne. Et puis c'était vraiment sympa, donc on s'est parlé, quoi. Et là, je me suis dit, ok, non seulement il y a des paysages incroyables, et moi je suis pas très bonne en description, j'aime pas tellement ça. Ça m'ennuie un peu les descriptions dans les livres, donc j'ai décidé de faire un film. Et puis, comme ils étaient là, super sympas, ouverts, et je me suis dit, je vais leur demander de me raconter leur vie. Et on avait ce truc en commun, qu'ils avaient quitté leur vie d'avant pour venir vivre là, sur une île déserte où il y a 200 habitants, alors que c'est grand comme la Corse, hein, pour être concret pour les Français. Voilà. Donc c'était d'autres Bermudes, parce que c'est en plus une île où il y a eu énormément de naufrages dans l'histoire, donc c'est une île un peu mythique au Québec. Il y a plein de chevreuils.
Oui, il y a plein de chevreuils. Et alors, quand on en tournait le film, on se disait pas plus de 3 chevreuils et 2 couchers de soleil. Et puis finalement, bon, les rushs sont pleins de chevreuils et de couchers de soleil. Justement, Eric, vous mettez en exergue dans la dernière nouvelle, les paroles de Desjardins. Moi, c'est des paroles qui ont toujours résonné très fort à mon oreille. C'est la chanson J'ai couché dans mon char. Je me demande qui je serais si j'étais resté ici. Cette phrase-là, elle peut s'appliquer à vos 3 livres, non? Ah oui, tout à fait. Et ça devrait être la citation de départ de notre entretien, puisque c'est vrai qu'on tourne autour de ces questions d'exil et de qui on est, voilà, comment on grandit. Je trouvais aussi intéressant ce que disait Julie, et ça va peut-être rassurer Claire sur le fait que je pense que l'endroit où on grandit quand même, où moi, je réalise ça, je veux dire, ça va bientôt faire autant de temps que je vis en France que j'ai vécu au Québec. C'est pas encore arrivé, mais je me dis que ça va me faire un peu bizarre quand ça va être moitié-moitié. Mais je pense quand même que c'est cette période de la vie, l'enfance, quoi. Moi, j'ai grandi au Québec et je dis souvent, voilà, à la blague, on peut sortir un gars du Québec, mais on ne sort pas le Québec d'un gars. Mais je pense que ça renvoie vraiment à voilà, je ne sais pas, de 0 à 10 ou 0 à 15 ou 0 à 20, mais peut-être que si je vis encore 20 ans en France, ça fera que j'aurais vécu beaucoup plus de temps ici. Mais je me sentirais toujours d'abord, je pense, québécois, parce que vraiment, quand on parle des racines, je veux dire, mes racines sont dans le comté de Portneuf, à Donnacona, à Saint-Basile, sur le bord de la rivière Chaude, où je j'allais pêcher avec mon cousin. Puis ça, en plus, je ne peux pas le partager ici. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que j'écris des fois. Parce que je pense que pour moi, la dernière chose que je peux transmettre, que ce soit à mon fils ou aux autres, c'est justement en racontant des histoires. Mais cette histoire-là, mes histoires, je sens bien qu'elles s'enracinent dans le Québec parce que c'est là que j'ai grandi, quoi. Et Desjardins, ouais, ça tourne. Enfin, Desjardins, je l'écoute en boucle depuis 30 ans, donc je ne pouvais pas m'empêcher. Mais déjà, dans mon dernier roman, Oyana, ça commence avec Desjardins aussi. Donc, c'est mon hommage à Desjardins. J'ai appris, apparemment, qu'il lui-même vit pas mal en France, en bout de Toulouse, depuis quelques années, parce qu'il aurait une blonde française. Fait que j'espère qu'un jour, je vais le croiser. Et vous, Julie, vous seriez devenu quoi si vous étiez resté ici? En fait, d'ailleurs, j'écoutais ce qu'Éric disait, ce qui me rappelle, en fait, tout à fait par rapport à nos origines et tout, puis bon, le rapport Québec-France, parce que moi, bon, il y a 2 moments dans ma vie, justement, ce que je me suis rendu compte à quel point que mes origines, les premières années de vie, de 0 à 10 ans, qu'on dit, ont été importantes. C'est, premièrement, à l'âge de 24 ans, 25 ans, j'ai habité 1 an en France. Ça, c'est la première fois dans ma vie que je me suis rendu compte à quel point que finalement, mes origines étaient plus importantes que je le pensais parce que je croyais que je détestais l'hiver. Et j'ai passé 1 année à Montpellier et là, je me suis rendu compte que non, je ne peux pas vivre sans l'hiver. Alors, donc là, mes origines, c'est là que je me suis rendu compte que c'était plus puissant que je pensais dans qui j'étais. Et la deuxième, je dirais que c'est quand j'ai eu mes propres enfants que là, j'ai revécu mon enfance et je me suis posé la question sur qu'est-ce que moi, je vais transmettre à mes enfants? Est-ce que c'est ce que moi, j'ai vécu ou pas? Et donc, je pense que donc, vraiment, par rapport aux origines, ce serait ça fait beaucoup écho à, je pense, à ce que moi j'ai ressenti et par rapport à mon livre également. Et Claire, vous perdez un peu dans l'exil dans votre roman, mais si vous étiez resté à Nice, dans le théâtre de vos parents, est-ce qu'il y aura des romans? Ah oui, moi j'ai commencé à écrire très très tôt et puis j'ai publié mon premier livre, j'avais 18 ans, j'habitais à Nice, donc j'ai toujours écrit, mais j'aurais certainement pas écrit la même chose. Mais le Québec n'est pas mon premier exil, c'est-à-dire je me sens immigrée au Québec, je me suis sentie expatriée avant à Prague et un peu touriste à Rome pendant 1 an à la Villa Médicis, mais c'est plus... j'ai un chemin accidenté en fait, qui est pas du tout... il n'y a pas de sens à tout ça, je veux dire... simplement qu'on écrit des livres pour essayer de donner un peu de sens à tout ça, ou en trouver. Après, je pense que quand on a bougé d'un endroit, on est riche et un peu skisé de ça. On est un peu blessé de ça. Moi, j'ai l'impression que j'aurai jamais plus de chez moi, parce que chez moi, c'est toujours de l'autre côté de l'Atlantique.
quel que soit celui où je me trouve. C'est vrai que j'entendais Eric tout à l'heure dire qu'il avait envie d'aller au Québec pendant la pandémie. Bon, moi, ça fait presque 2 ans que j'ai pas pu aller en France. Et là, en ce moment, voilà, mon horizon, c'est d'essayer de voir ma mère à Noël, quoi. C'est c'est à la fois très anecdotique parce que je parle de ma famille très souvent, mais en même temps, ça construit vraiment une personne. Et je pense que l'absence de racines à l'endroit où on est et la nécessité d'en construire de nouvelles, ça donne une autre identité. Finalement, je me sens peut-être plus proche de tous les exilés ou les immigrés du monde que des Français ou des Québécois. Voilà. J'ai l'impression qu'on a ça en commun, d'avoir ce dépaysement qui est constitutif de notre personne. Et bon, bah, c'est là-dessus qu'on essaye de construire pour écrire, quoi. Enfin, finalement, je me sens un peu comme un escargot dont la coquille serait mon ordinateur. Justement, dans vos 3 livres, c'est cette question, c'est cette rupture qui crée aussi le personnage et qui crée la vie du personnage telle qu'elle est par la suite, quoi, et qui peut-être crée aussi cette envie d'y revenir qui n'aurait pas existé sans la rupture. Il y a quelques années, j'étais jeune libraire à Paris et les gens me demandaient, les Français, ils aiment beaucoup les grands espaces, le Québec, c'est souvent synonyme de grands espaces pour eux. Et on me demandait donc des livres qui racontent ces grands espaces, la forêt, les villages, ces choses-là. Et je vous avoue, j'avais du mal à l'époque à trouver des choses. Tout se passait à Montréal, même j'ai l'impression que depuis Gabriel Leroy, tout se passe à Montréal, voire à Québec parfois. Ça a changé dans le roman québécois ces 10 dernières années. Et je pense que vous êtes tous les trois un peu représentatifs de ça. Comment une rupture qui est quand même finalement assez importante dans la littérature, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience? Est-ce que c'est quelque chose quand on écrit, on prend conscience? Ou ça paraît fortuit? Parce que c'est quand même un mouvement assez important, je trouve, aujourd'hui. Oui, je vais répondre le premier parce que c'est plus facile quand on répond le premier. Il y a un partage d'écran qui vient d'avoir lieu. Je ne sais pas si... Non, je passe un truc dans mon ordinateur. Ouais, non, c'est intéressant cette question-là, mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu global, quoi. C'est une espèce de vague. En fait, on parle tous les trois, mais c'est vrai que la littérature du Québec a quitté enfin juste la ville. Je pense que les écrivains se sont réappropriés un territoire plus large. On était aussi souvent inspiré par les romans du monde parisien, new-yorkais, etc. Et on avait l'impression que pour être écrivain, il fallait que ça se passe dans une grande ville, peut-être. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu ça, mais à partir des années 2000, ouais, je le constate. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme s'il y avait une espèce d'autocensure qui était tombée et où ce qu'on avait justement envie de parler du Québec at large, parce que le Québec, ben, c'est pas juste Montréal, c'est pas juste la ville de Québec, et qu'on on part dans le bois et que les histoires, c'est pas toujours obligé d'être un couple qui se sépare sur le plateau Montréal. Donc, je pense que c'est une évolution assez positive. Je voudrais peut-être ajouter que moi, je suis prof de création littéraire, donc je vois beaucoup ce que proposent les étudiants aujourd'hui. Puis il y a vraiment deux courants, hein. Un courant très réaliste qui a aussi cette littérature du terroir, ce que mon collègue Benoît Mélenchon a appelé la littérature de la chansa, et puis l'école de la chansa. Et c'est vrai qu'il y a ce que tu disais, Eric, le terroir réinvesti, une littérature un peu bucolique, mais vraiment ancrée dans le territoire. Et puis, il y a aussi toujours une littérature très à l'américaine, quoi. Mais j'aime bien le côté américain dans toute sa diversité et sa spécificité québécoise, qui est vraiment... il y a un côté un peu, pour la française que je suis, hein, toujours, mais c'est vrai aussi qu'on est malgré tout marqué par les 20 premières années de sa vie. Hein. Il y a ce côté un peu western
québécois qui existent beaucoup, je trouve, en littérature contemporaine. Et vous, Julie, vous êtes entre les deux, en fait. Alors, en fait, vous parlez dans mon roman, dans le style. Ben, en fait, moi, c'est sûr que le courant, comme vous dites, du territoire, ce retour à la nature, moi, c'est sûr que ça a été. Je le sens, je le vois, mais c'est pas. Moi, pour moi, l'écriture a été, comme j'ai expliqué de ce livre-là, qui a duré quand même 6 ans environ, du début à la fin, pas 6 ans continuellement, mais bon, disons, l'achèvement de ce premier roman-là, c'est vraiment arrivé pour vrai dans ma propre vie, comme pour la narratrice, au moment où j'ai eu mes propres enfants et que j'ai réfléchi à ma propre enfance et j'ai pensé au retour à la nature. C'est comme si j'ai senti le besoin de retour à la nature qui était très fort et donc que j'ai senti le besoin de l'écrire. C'est vraiment été un besoin viscéral, probablement par rapport à mes origines, à mon enfance, de retourner à la nature avec ce roman-là, en fait. C'était peut-être, à moins que c'est peut-être inconsciemment pour combler un besoin au départ, de combler cette nature-là. C'était si fort que je devais l'écrire. Et c'est devenu ce roman-là au fil des années, en fait. Puis, ben, c'est sûr que dans mon livre, tient pas non plus juste... ça se passe pas juste dans la nature, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans le temps. On voit le personnage à la ville, tout ça, mais je pense que c'est sûr qu'il y a le côté du territoire qui est très important également, de la forêt, des Hautes-Laurentides, et tout cet endroit-là, ouais, des grands espaces. C'est sûr que ça fait partie de l'environnement, oui. Et un autre phénomène qu'on constate aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue de libraire, Paris, en France, et je ne sais pas si ça a un lien avec ce retour à la nature ou pas, mais on sent un intérêt des Français pour la littérature québécoise depuis un certain temps, qui a toujours un peu existé, mais qui, je pense, est beaucoup plus fort aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont deux littératures qui dialoguent vraiment entre littérature française québécoise, qu'il y a des échanges entre les deux, ou ça se fait simplement dans un sens où les Québécois lisent des Français, mais l'inverse peut-être un peu moins? J'ai répondu le premier tout à l'heure, donc je ne vais pas me lancer encore. Bah, moi, j'ai quand même surtout l'impression que c'est les Québécois qui lisent des Français, mais il y a de plus en plus d'auteurs québécois qui sont publiés en France. C'est une réalité, je pense. Donc, il y a de plus en plus d'auteurs québécois dont on parle en France et qui sont reconnus en France aussi. Donc, c'est un bon début. Je trouve que c'est encourageant, en tout cas. Oui, parce qu'il y a même des chaires d'études, il y a même des choses comme ça qui se développent. Donc, bon, peut-être que c'est moi aussi qui suis trop né dans la littérature québécoise et donc qui m'imagine des choses qui n'existent pas. Mais j'ai quand même cette impression de l'intérêt des Français pour le Québec et pour sa littérature surtout, puisque pour le Québec, il a toujours existé. Au Québec, il y a quand même cette idée que le Québec est un endroit où ça va mieux qu'en France. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais les Français fantasment beaucoup sur... j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, quelle chance, tu es parti au Québec !» C'est pas non plus un Eldorado, mais c'est vrai qu'il y a cette image-là. Voilà. Non, moi, je pense, juste pour brièvement, oui, je pense que de toute façon que la littérature québécoise est beaucoup plus reconnue et lue aujourd'hui que moi quand je suis arrivé en France il y a 20 ans, quoi, hein, parce qu'elle s'est... on parlait du terroir, etc., mais c'est aussi... je pense qu'elle s'est décomplexée. Premièrement, et que c'est plus, voilà, longtemps le Québec, on disait de la littérature québécoise parce que ça se passait justement, c'était des paysans, je remonte à les années 50, mais il y avait cette histoire de toute façon, c'était tout le temps de la littérature, c'était dur, c'était noir, c'était dans le bois, le monde avait de la misère, ou même si c'était en ville, en tout cas, il y avait... Et bon, voilà, au début des années 2000, il y a quand même eu, avec l'éclosion de plein de nouvelles maisons d'édition et avec, voilà, des auteurs qui sont... Ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je pense, qui a fait que la littérature québécoise est débarquée en France
pas à nouveau, il y était déjà, mais de plus en plus de par sa diversité, de par la langue aussi. On a arrêté, je pense, au Québec, d'essayer de faire comme les Français, de copier pour dire, voilà, un roman qui marche, il faut que ça soit écrit comme chez Gallimard ou au Seuil ou chez Paul. Non, il y a eu tout à coup une espèce de... Moi, c'est ce qu'on me dit souvent, ouais, je lis les livres du Québec, c'est super étonnant, c'est l'énergie, l'écriture, ça me change complètement, parce que c'est vrai que enfin, en France, il y a aussi, enfin, au Québec aussi, il y a des styles, des formatages, mais d'un lecteur français, quand il tombe dans la littérature québécoise, il est un peu genre, mon Dieu, mais ça part dans tous les sens, il y en a partout, c'est cool. Bon, voilà, et je pense que ça, c'est assez neuf, c'est frais. Voilà, bon, on va faire des clichés, les Français trouvent ça frais, le fun, mais c'est vrai que quand même, ça va ça va dans le bon sens, à mon avis. Est-ce que tu dirais que, par exemple, la littérature québécoise gagne en personnalité et surtout en indépendance par rapport aux autres grandes littératures? Je pourrais peut-être aller jusque-là, oui. Oui, parce que je pense que, enfin, je pense que la littérature québécoise s'est internationalisée d'une certaine... Moi, je me souviens, en fait, dans mon premier roman qui était sur le prix des libraires du Québec à l'époque, on était 5 finalistes et ça m'avait frappé parce que, bon, moi, mon roman, c'était Hongrie Hollywood Express qui se passait sur la côte ouest avec Johnny Westmiller. Le deuxième, c'était Hollywood de Marc Seguin qui se passait aussi plutôt aux États-Unis, puis Marc Seguin qui vit aux États-Unis. Après ça, il y avait Document 1 de Blais, lui, alors il n'avait pas bougé, mais ça restait quand même tout un truc autour de Google Maps où il traversait, il visitait l'Amérique. On sortait vraiment du Québec. C'était comme si, tout à coup, les écrivains québécois, voilà, on n'était plus confinés à juste notre petit Québec francophone. On embrassait l'Amérique, tu vois. Et le quatrième roman, ben, c'était La fiancée américaine d'Éric Dupont. Et le cinquième, il m'en manque un, ça c'est terrible. Ben, je le sais parce que c'est lui qui a gagné, on était tous les deux au carton. C'est Arvida de Samuel Archibald qui, dans son recueil de nouvelles, ben, ça parle d'Arvida, c'est dans le Saguenay, mais à un moment donné, on est au Japon aussi et ça part aussi dans tous les sens. Et je trouvais que c'était emblématique d'une littérature voilà, qui ne se cloisonnait plus à l'intérieur de ses frontières, qui gagnait le monde et qui en parlait, mais qui en parlait à sa manière, quoi, qui se rendait compte que son écriture lui suffisait, quoi. Il n'était pas obligé de faire comme, ou voilà, enfin, ça m'avait marqué comme moment emblématique de cette ouverture de la littérature québécoise au monde. Je vais demander à Nathalie s'il n'y a pas des questions des lecteurs, des auditeurs. Alors, je suis de retour. Ce qui serait bien, Yann, c'est qu'on montre les livres. Alors, moi, j'en ai qu'un en physique, mais toi, je crois que tu les as tous. Alors, ça, c'est celui de Julie Dugal, il est là. Il fait penser aux collections chez Actes Sud, ils sont tout pétrois. Voilà, il est comme ça. Est-ce que tu peux montrer celui de Oui. Claire qui est chez Grasset ou n'importe celui d'Éric? Et je vais rappeler aussi que les livres d'Éric Plamondon sont disponibles au livre de poche. Les précédents sont disponibles au livre de poche pour ceux qui voudraient le découvrir aussi. Alors, Donc, Yann, est-ce que tu veux montrer Aller aux fraises, Aller aux Éric fraises, Plamondon, ouais. je ne sais pas si on voit très bien, chez Kidam Éditeur, hein, et Bermude chez Grasset, donc couverture traditionnelle Grasset. Je trouve que la couverture Laméac était assez sympa aussi, mais on n'a pas le droit ici d'avoir. Il y a une question pour Eric sur ses titres, parce qu'il a toujours des titres avec qui sont très surprenants. Comment il fait pour trouver ses titres? Ben, j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute ou je suis désolé. Non, mais oui, ça vient comme ça. Enfin, aller aux fraises, quand on lit la première nouvelle, on voit d'où ça vient. Mais c'est vrai que moi, je l'avais titré comme ça. Et en France, ça peut avoir certaines connotations de dire aller aux fraises. Mais c'était, voilà, moi, ça m'est vraiment venu, ça s'est imposé. Donc, c'est vrai, quand Mayonnaise, Hongrie Hollywood Express ou Takawan, enfin, j'aime les titres courts, mais énigmatiques. Enfin, voilà, j'aime bien que ça soit, que ça questionne dès le départ. J'aime beaucoup poser des questions dans mes livres ou dans mes histoires. Donc, déjà, si je peux faire poser des questions juste avec le titre, ça me plaît assez. Claire, Bermude, c'était par simplicité ou c'était une évidence? Oh non, c'est vraiment une évidence depuis le début. Je pense que c'est en 2003 que je me suis dit la première fois je veux écrire un roman qui s'appelait Bermude. Donc, c'était vraiment sur la disparition
Parce que c'est venu d'un moment où j'écrivais, où je venais de publier un roman qui n'avait pas du tout marché, et puis mon copain de l'époque n'arrivait pas à publier le sien. Et quand mon éditeur ne me prenait pas au téléphone et que lui, personne ne répondait à ses manuscrits, on se disait « je suis dans le triangle des Bermudes ». Voilà. Donc ça vient de là. C'est pas mal. Julie, c'est vous qui avez trouvé votre titre? Oui, pendant plusieurs années, par contre, le titre de travail, c'était autour de, disons, cette espèce d'oiseau fantôme, quelques légendes qui tournent autour de cet oiseau, en fait, qui fait peur aux enfants, qui est l'engoulevent bois pourri, qui moi-même terrorisé lorsque j'étais petite, parce que je l'imaginais énorme et c'est un chant nocturne assez particulier. Et puis, au fil du temps, de l'écriture, à la fin, à un moment donné, il y avait cette petite phrase dans le livre que j'avais écrit qui disait nous ne voulons pas couper nos forêts intérieures. Il parlait de comment ils ne veulent pas grandir, ils veulent rester eux-mêmes. Puis j'ai trouvé que ça représentait bien et encore mieux le livre et que j'aimais ce titre court que je trouve aussi poétique, puis que ça représentait la forêt sans propre figuré. Donc, on est resté avec ce titre-là, finalement. Alors, il y a un message de Anne qui dit qu'elle lit la littérature québécoise quand elle en trouve. Alors ça, on va peut-être demander. Alors, je ne sais pas si Anne habite à Paris. En tout cas, elle peut aller voir à la librairie du Québec, rue Gay-Lussac. Yann, est-ce que c'est si compliqué que ça de trouver dans les librairies françaises la littérature québécoise? Il n'y a pas de rayon, hein, donc il faut fouiller un peu déjà, quoi. Mais je pense que c'est pas si difficile que ça. Ça dépend où on va. Je pense que, par exemple, les librairies, il y a tout un réseau de librairies qui s'appelle les librairies initiales, où il y a pas mal de librairies indépendantes qui en font partie. Je pense qu'ils sont une cinquantaine aujourd'hui en France. Et je sais que plusieurs de ces libraires suivent quand même les parutions et ont des auteurs qu'ils apprécient et qu'ils mettent en avant. Hein. Après, évidemment, on est toujours un peu noyé dans la masse, mais je pense que ça, avec un peu de témérité, on y arrive. Alors, tous les trois, votre point commun, c'est le Québec. J'aimerais que vous me donniez en un mot ce que représente pour vous le Québec. Un mot, attention, vous êtes des auteurs, d'être capables de le faire. Choisissez-le bien. Hein. Et ne vous battez pas pour répondre. Moi, si je peux commencer. Ouais. Moi, forcément, ça va être forêt pour mon livre par rapport à mes origines où j'ai grandi. Puis, dans mes temps libres, moi, je fais beaucoup de randonnées en autonomie complète en forêt. Je pars plusieurs jours. Donc, la forêt, ce serait le mot qui représenterait. Comme je la visite beaucoup, souvent. Moi, ça va être la pêche. Ah. Pêche, parce que souvent, on me dit, moi, j'adorais pêcher quand j'étais au Québec, puis depuis 20 ans que j'habite en France, on me dit, mais tu pêches en France? Je dis, ben non, je ne peux pas pêcher en France, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes rivières, je ne sais pas comment pêcher en France. C'est vrai que pour ça, le Québec, pour moi, la pêche au Québec, moi, je ne vais pas encore y aller cet été, mais ouais, pêche. Claire? Moi, je veux dire abri. Ah, intéressant. On peut développer ou... Oh, il faut lire le livre. Elle est forte. Et Yann, tant qu'à faire, Yann aussi, il peut donner un mot. Moi, je dirais enfance. Parce que c'est mon enfance. Et comme c'est important, comme on disait, je souscris tout à fait, j'ai cette expérience de l'exil et je souscris tout à fait à ce que vous dites. C'est une bonne conclusion, l'enfance, vraiment, sur tout ce qu'on a dit, effectivement. Il est très fort, Yann, il est très fort. Il y a Claude qui a une question qui vient juste de la poser. Alors, je pense que c'est pour tous les trois. Comment situez-vous la littérature du Québec du temps de Maria Chapdelaine par rapport à la vôtre? Moi, je ne la situerai pas. Moi, je me situe difficilement par rapport à la littérature québécoise. Moi, j'ai lu, j'ai fait une conférence sur la littérature québécoise il y a quelques mois, donc je me suis plongé dans l'histoire du Québec et tout. Puis plus je lisais, plus je me disais, mais en fait, je ne connais pas grand-chose en littérature. On me demande ça parce que je suis québécois, mais je pense que j'ai lu autant de littérature américaine que française, alors peut-être pas espagnole, mais de Dostoïevski à Jack London, en passant par Marguerite Yourcenar, si je parle des grands classiques. Mais
voilà, la littérature qui m'a nourri, elle n'est pas spécifiquement québécoise. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le déracinement, etc., en tant qu'auteur, pour faire beau, on peut dire que de toute façon, on a trouvé notre grande famille, c'est la littérature mondiale. Donc, mais je pense que depuis Maria Chapdelaine, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, voilà, ça a bien changé. Je ne sais pas si Claire ou Julie veut réagir par rapport à ça. Moi, je suis très mal placée pour répondre à cette Oui. question. Je vais laisser Julie. Moi, personnellement, je m'identifie plus à des lectures qui m'ont marqué au début de l'âge adulte, autour de mes 20 ans. Je me rappelle que Monique Proulx m'avait beaucoup marqué. Il y avait Guillaume Vigneault. Je m'identifie plus à à des lectures au début de l'âge adulte dans lesquelles je me reconnaissais par rapport à la vie que je vivais. C'est ce qui m'a plus marqué, je dirais, dans mon parcours. Alors, j'ai envie de dire que Claire, vous avez le parcours inverse de Eric. Eric, il est venu du Québec pour aller dans la région Aquitaine, si je ne me trompe pas. Et vous avez quitté Nice pour aller à Montréal. Est-ce que quand Eric, lui, va revenir à Montréal, vous allez revenir à Nice ou vous comptez rester à Montréal? Alors, je ne fais plus de pronostics parce que moi, si vous m'aviez dit 5 ans avant que je vienne à Montréal que ça allait être ça ma vie, je ne l'aurais pas cru. Donc je ne sais pas. Par contre, je pense que de rentrer de là où on est parti, c'est un peu morbide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour vraiment possible. Mais ça me concerne moi, hein. Pardon Eric. Mais voilà, je pense que j'irai peut-être ailleurs un jour. Mais en tout cas, voilà, revenir à Nice, c'est voir mes parents et mes amis, mais voilà, y vivre, je n'y pense plus. Ouais, moi, j'ajouterais juste que, enfin, revenir même après 5 ans, 10 ans, enfin, moi, ça serait plus de 20 ans, c'est refaire sa vie à nouveau, même si je reviendrai au Québec. Et bon, voilà, ma vie, je l'ai refait une fois. À un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Donc, c'est vrai que le retour est difficile, quoi. Ou alors, il faut vraiment aller ailleurs. Julie, vous êtes primo-romancière. Est-ce que quand vous écoutez vos deux confrères et votre consoeur, ça vous donne des envies de continuer? Est-ce que vous avez envie de continuer d'écrire? Oui, bien sûr. Par contre, je me sens beaucoup plus petite, disons, dans mon parcours par rapport à toute leur expérience. Je me sens encore assez à mes débuts, malgré le fait que ce livre-là m'a pris quand même plusieurs années à écrire. Hein, comme on dit, la réalité, un peu, je pense un peu la réalité de tout le monde au Québec. On a pas de travail à côté. C'est pas grands auteurs qui vivent de leur plume. Donc, à travers le travail, à travers les enfants, bon, comme je dis souvent, ça demande beaucoup de discipline. Évidemment que c'est quelque chose que, oui, j'ai pu poursuivre. Moi, l'écriture, c'est sûr, souvent, on arrive comme ça. Moi, j'ai écrit mon premier roman après 40 ans. On a l'impression qu'on n'a jamais rien fait avant, mais pourtant, c'est long, personne d'écriture. Donc, j'ai beaucoup écrit, beaucoup de nouvelles. J'ai beaucoup publié dans des revues littéraires. J'ai fait 2 livres jeunesse. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de choses, mais évidemment, ça, c'est le premier roman que j'ai réussi à aboutir. Et donc, pour moi, oui, c'est juste la suite logique des choses de continuer d'écrire, comme j'ai toujours fait, évidemment. Ça nous rassure, ça nous rassure. Anne vient juste de poser une question qui est destinée à tous les trois. Est-ce qu'il y a, selon vous, un esprit d'éternel voyageur? Dans les livres, dans la littérature québécoise, chez nous, J'ai pas de détails. Si Anne peut préciser le temps que vous réfléchissez à la réponse. Je vais préciser pour elle. Je pense que quand on écrit, Enfin, moi, justement, je pense que j'ai choisi la littérature justement pour cet éternel voyage, parce qu'à chaque fois qu'on se lance dans un nouveau projet d'écriture, on est ailleurs, on voyage toujours, quoi. On ne fait pas 2 fois la même chose, et c'est ça qui est... Moi, c'est ce qui me plaît aussi. Des fois, quand je dis que j'ai pas choisi l'histoire, la sociologie ou la politique pour me mettre dans un cadre et de voir, parce que la littérature, elle englobe tout ça, quoi. On a le droit d'aller piger partout, dans tous les domaines, et oui, il y a une idée de voyage infini. Je pense que oui, il existe ça. Je pense à une chanson de Hank Williams qui s'appelle « Rambling Man », qui est un gars qui, dès qu'il voit passer un train, il ne peut pas s'empêcher de monter dedans. Mais
je ne correspond pas du tout à cette définition-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui prend racine et qui aime bien les habitudes et tout ça. Donc, c'est vraiment, j'ai un parcours à contre-courant complet de ma nature profonde. Donc, voilà, c'est une erreur, c'est un parcours erratique, mais j'aimerais bien être de ces éternels voyageurs qui ont un sac sur le dos et qui visitent le monde. Julie? Voyager au sens de la littérature, évidemment, en écrivant, on voyage, hein, ça nous amène dans un univers différent du nôtre, c'est certain. Puis sinon, c'est au niveau de... Je vois aussi le côté, moi, peut-être en plus de voyage, je vois ça le côté plus exploration aussi également, d'explorer un nouveau monde, peut-être plus que voyager. Je vois ça comme une grande exploration, je dirais, d'un autre univers qu'on peut développer. Je vais vous demander à tous les trois de nous donner un conseil lecture. Alors, ça peut être un livre qui vous a marqué, un livre que vous êtes en train de lire en ce moment, ou une BD, ou un classique pour ne froisser personne. Et on finira par un conseil de Yann aussi, à la fin. Donc après, vous allez-y. Moi, si on a le titre de notre conférence, c'était les grands espaces. J'ai lu un magnifique roman d'un Américain publié chez Actes Sud qui s'appelle La Rivière. Mais du coup, je ne sais plus son nom, je mange son nom. Keller? Heller. Et donc, c'est deux gars qui partent en canot et qui descendent une rivière vers la baie d'Hudson dans le nord du Canada. Donc, si vous voulez voyager, est en forêt et avec un suspense qui s'installe, vraiment, c'est super bien écrit, magnifiquement traduit. Voilà, un beau roman américain pour l'été, pour aller faire du canoë en Amérique. Voilà. Peter Heller, voilà. Merci, bravo la technique. J'ai dévoré ça ça faisait, je pense que ça fait 10 ou 15 ans que je n'ai pas lu un livre en une journée. C'est-à-dire, je l'ai commencé le matin, je l'ai ouvert le lundi matin à 8 heures et à 3 heures du matin, il me restait quelques pages. Je me ai dit non, mais je vais aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. Donc, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc c'est un gros coup de cœur. Claire, un conseil? J'hésite entre un livre québécois et un livre français. Du coup, vous voulez quoi? Okay. Le premier qui vient, allez. Je vais vous conseiller un livre de Frédéric Bernier, qui est un essai québécois chez Nota Bene, qui s'appelle Antise, qui fait 80 pages, qui est vraiment un tout petit livre fabuleux parce qu'elle parle de la littérature et de ce que ça fait et du désir de lecture et d'écriture. Voilà. Je pense que tous les littéraires vont s'y reconnaître et c'est très intelligent et super bien écrit. Voilà. Parfait. De toute façon, je vous remettrai les références de vos conseils sous la vidéo sur la page Facebook. Et Julie, un conseil? Oui, mais en fait, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de poésie que je viens tout juste de lire à peine il y a 2 jours, que j'avais trimballé dans mon sac à dos en longue randonnée, que j'ai, après plusieurs kilomètres, on s'est installé dans un campement que j'ai lu le matin. Et en 2 jours, c'est Cestral de Andréane Frenette-Vallière, qui, si je ne me trompe pas, était sur la liste, soit finaliste ou sur la liste préliminaire du prix d'Hubert en poésie, je crois bien. Et c'est un livre d'une grande beauté que j'ai lu très rapidement, plus dans la forêt. C'était vraiment l'environnement idéal et c'est vraiment d'une grande beauté et d'une grande simplicité avec le mot qui décrit vraiment bien, je dirais, l'état d'esprit que souvent je reste en forêt. Puis c'est vraiment un livre que je conseille. Donc, Cestral, c'est vraiment magnifique. Cestral, oui. C'est ça le titre? Oui, voilà. De Andréane Frenette-Vallière aux éditions du Noroît. Parfait. Est-ce que Yann, tu peux nous donner un éclairage sur les auteurs québécois qui sont sortis en poche pour que nos amis auditeurs les découvrent? Alors, Eric, lui, il est sorti au livre de poche, donc ça, on n'aura aucun mal à le trouver. Claire, vous n'êtes pas de mémoire en poche encore, hein? Pas depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai été en poche les années 2000, mais ouais. Est-ce que Yann, il a un conseil d'un livre? J'ai un conseil en poésie, en Point, la nouvelle collection Point Poésie qui vient de publier René Saint-Éloi, Nous ne trahirons pas le poème. C'est une anthologie de sa poésie. C'est un poète que j'aime beaucoup, cette espèce de délicatesse, cette façon un peu précieuse de parler qui m'a toujours plu.
Quelque chose de plus ancien, mais j'en profite pour le glisser. C'est pas du tout de saison, mais Le Poids de la neige de Christian Guépoliquin, ça se trouve en J'ai lu, c'est très très bon. Et il sort un dernier livre là, je crois fin août, début septembre, qui sort à la Peuplade aussi. Donc voilà, c'est un peu la suite. Donc voilà mes 2 conseils. C'est parfait. Alors, si vous voulez lire, alors pour Eric et Claire, c'est très facile, ça sera plus facile que Julie, je pense, et encore que non, vous pouvez aller dans une librairie commander. Donc, pour Julie, c'est Dugal, c'est Nos forêts intérieures chez Marchand de Feuilles. Éric Plamondon, c'est Aller aux fraises, et vous avez tous les précédents livres de poche, comme je l'ai dit. Et Claire Legendre, c'est chez Grasset, et ça s'appelle Bermude. Je vais vous remercier d'avoir été là. Alors, pour certains, aujourd'hui, il est quelle heure? Il est 13h, non 14h à Montréal, c'est ça? Voilà. Eric d'être avec nous ce soir, Yann ce soir aussi. On va remercier chaleureusement la délégation générale du Québec à Paris et notamment Mireille Lacroix qui sans elle on ne serait pas là ce soir. On l'embrasse au passage. Nos amis partout, auditeurs québécois, parce qu'ils sont nombreux. Il y en a à Barcelone, il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, il y en a en Londres, donc ils sont partout. Un grand merci. Demain on se retrouvera à 19h, on recevra Mélanie Gaudry pour un essai qui s'appelle Narcisse perverti, sorti au Lys bleu. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée pour certaines et une bonne soirée pour les messieurs. Je vous dis à bientôt et rendez-vous en librairie. Au revoir. Merci.